bienvenue pour cette première des rencontres de l'Agora. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer M. Hubert Védrine. Diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Jospin et ancien secrétaire général de la présidence de la République de François Mitterrand, sa voix est l'une des plus écoutées du monde diplomatique et politique. Avant de débuter l'interview, Bérénice va délivrer notre traditionnel billet d'humeur. Elle va revenir avec humour sur son profil et son parcours. Bonjour Monsieur Védrine, je suis en charge de vous délivrer notre traditionnel billet d'humeur, qui d'habitude provoque l'hilarité du public. Par chance, aujourd'hui, il n'y a que vous et moi. Tenter de vous présenter succinctement, vous qui êtes l'atout diplomatique de la France depuis 40 ans, relève de l'exploit. Mais impossible n'est pas l'Agora. Alors je me lance. Creusois d'origine, vous quittez votre campagne natale pour intégrer l'illustre Sciences Po, puis franchissez brillamment les portes de l'ENA. En somme, le parcours classique de tout futur homme politique. Ah, la campagne, on y revient. Vous vous retrouvez parachuté conseiller municipal dans la Nièvre, fief de celui qui est votre mentor et l'ami de votre père, François Mitterrand. Puis en 80, tout s'accélère. Vous êtes propulsé au cœur du pouvoir quand, tout juste élu, ce dernier vous prend sous son aile. Comme quoi, un bon capital social de naissance, ça peut toujours servir. En 1997, Jospin et Chirac tombent amoureux de votre CV flamboyant et vous ouvrent les portes du Quai d'Orsay. Tout le monde sait que la cohabitation est une balade, et je dirais même une balade dure. Et j'ose pas imaginer ce que c'est que d'être ministre dans tout ça. De la diplomatie, vous avez dû en user. Et pas seulement pour les affaires internationales. Devenu homme de l'ombre, vous éclairez tous les présidents de vos précieux conseils en politique étrangère. Adepte de la réelle politique, vous leur soufflez certainement à l'oreille votre phrase fétiche. Cessons d'être des bisounours dans Jurassic Park. Et vous avez bien raison. Bon, cessons ce biais et rentrons dans le vif du sujet. Bonjour Monsieur Védrine, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir aujourd'hui dans vos bureaux. Vous avez été ministre des Affaires étrangères pendant la cohabitation, dans le gouvernement de Monsieur Jospin. Donc à ce moment-là, il devait quand même y avoir des désaccords entre le Premier ministre de l'époque et le Président. Mais en matière internationale, il n'y a pas de désaccords frontaux droite-gauche. Il y a énormément de désaccords au sein de la gauche et au sein de la droite. Si vous prenez n'importe quelle grande question, est-ce qu'il faut continuer à élargir l'Europe ou pas? Est-ce qu'il faut continuer à intégrer l'Europe ou pas? Est-ce qu'il faut avoir des rapports réalistes avec des grands pays qui sont autoritaires, voire dictatoriaux, parce qu'on a nos intérêts, ou est-ce qu'il ne faut pas, pour des raisons de principes, de valeurs? Ces questions entraînent des divisions partout, vous voyez. Est-ce qu'il faut rester très très présent en Afrique, comme le sont toutes les puissances du monde, que ce soit la Turquie, la Chine, le Brésil, les États-Unis, l'Inde, ou au contraire, le moins possible. Bon, au sein de la droite comme au sein de la gauche, il y a tous les points de vue sur ces sujets. Donc j'ai quasiment jamais vu la gauche unifiée sur un sujet contre la droite unifiée sur une autre position. Quasiment jamais. Par contre, il y a des, il y a des changements, il y a de facto des convergences, mais qui peuvent changer sur la question suivante. Donc c'est pas comme ça que ça se présente. Après, moi j'ai pas été président, donc ça dépend aussi de ce que pense le président qui est là. Dans un cas c'est Mitterrand, après c'est Chirac. Il y a une combinaison à trouver. Justement, à travers vos différents postes au gouvernement, vous avez sans doute été confronté à différents sujets ou dossiers plus ou moins sensibles. Et s'il y a un moment marquant sur lequel vous devriez revenir, ce serait lequel? Il y en a plein. Par exemple, prenons l'affaire que j'ai eu à traiter comme ministre des Affaires étrangères, l'affaire du Kosovo. La réunification allemande a été très bien gérée globalement, la fin de l'URSS très bien gérée, mais la désintégration de la Yougoslavie très mal. Voilà, donc j'ai eu à gérer des questions du genre est-ce qu'on s'en mêle ou pas? Est-ce que ça nous concerne ou pas? Il y a des arguments dans les deux sens. Si ça nous concerne, oui, on fait comment? On fait comment? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par une tentative politique? C'était le cas pendant 18 mois. Et comme finalement ça n'a pas fonctionné, parce que notamment Milosevic, mais pas que lui, il y avait aussi d'autres blocages du côté kosovar, ça ne marchait pas, il a fallu prendre une décision difficile, c'était ça la question. Difficile, c'est bon, on est à 1 an et demi de négociation, on n'a pas réglé la question. Tous les pays d'Europe ou de la région ou autour, ceux qui sont dans l'Union, ceux qui n'y sont pas de ça, considèrent qu'une intervention serait légitime. Et là, on a décidé qu'il fallait une intervention par la force. C'est jamais agréable, mais on était arrivé à ça. Donc on a demandé, c'est pas de l'OTAN qui a décidé, on a demandé à l'OTAN
d'effectuer des frappes qu'on a d'ailleurs vérifiées, parce qu'il y avait des discussions tous les jours pour que les frappes n'aient pas des conséquences humaines excessives. Passons à l'actualité, à présent, avec différents sujets que nous souhaiterions analyser en votre compagnie. Commençons par les États-Unis, avec les élections américaines qui auront lieu le 3 novembre prochain. À quel changement majeur en termes de politique étrangère américaine peut-on s'attendre en cas de victoire du candidat démocrate Joe Biden? Alors, si c'est Biden, vraisemblablement, en tout cas une politique très différente dans le ton, il serait au moins poli, on va dire. Il ne serait pas répugnant comme est Trump, et il serait poli, agréable, il dirait que les alliés c'est très important, bon, plein de choses comme ça, mais en fait ça ne changerait pas tant que ça sur le fond, notamment parce que les Américains sont maintenant d'accord entre eux sur le fait que la Chine est un vrai problème, de leur point de vue, que c'est pas possible de laisser la Chine devenir clairement numéro un. Donc il y a quand même il y a accord, démocrates républicains. Ils peuvent être en désaccord sur les moyens, et ça ne changerait pas énormément en fait. Énormément. Par contre, du point de vue des Européens, il y aurait un soulagement gigantesque. C'est formidable. Biden nous aime, l'administration nous aime, l'Europe est très importante pour eux, l'Alliance aussi, mais ce serait presque dangereux, cet immense soulagement, parce que du coup, ça interromprait l'évolution encore fragile qu'on commence à percevoir du côté des Européens, qui se résignent à admettre qu'il faudrait que l'Europe se comporte un peu comme une puissance, simplement pour être respectée par tous ceux qui n'ont pas tellement peur de l'Europe. Un autre fait d'actualité, c'est également l'engagement du président Macron au Liban suite aux 2 explosions meurtrières dans le port de Beyrouth. Comment analysez-vous cette action, cette aide apportée au peuple libanais par le président français? Alors d'abord, je pense que compte tenu des liens historiques que tout le monde connaît, c'est bien de la part d'un président français d'être présent quand il y a un moment dramatique. François Mitterrand y avait été le lendemain de l'attentat du Drakkar. Jacques Chirac y a été aussi après l'attentat contre Hariri. Il y a toujours une présence ancienne qui est plus qu'elle était autrefois, mais enfin, ça reste quand même très, très, très significatif. Donc à la limite, on ne comprendrait pas que le président français, donc le pays occidental le plus proche du Liban pour toutes sortes de raisons, soit absent ou simplement au sein de réunions multilatérales où on parlait du Liban. Et là, moi, je ne critique pas du tout le président Macron, qui a mis les pieds dans le plat. Et il a dit que le blocage principal, c'est un système politique qui s'est verrouillé sur lui-même, qui fait que rien ne bouge, qu'aucune réforme n'a lieu. Vous savez, c'est le système qui est très ancien, de répartition des postes et, en fonction des différentes composantes ethnico-religieuses. Il fallait les maronites, les sunnites, les chiites, les druzes, etc. Donc il est dans son rôle, je trouve. Alors maintenant, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien, mais c'est une chance quand même pour le Liban. Hein. Alors passons maintenant à votre livre, Et après, qui est paru cet été et qui est un essai sur le monde post-Covid et sur les grands débats qui vont nous animer pendant les années à venir. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le plan de relance qui a été proposé par le gouvernement? Oui, il y a des éléments que je retrouve. Par exemple, la prise en compte du long terme dans la décision publique. On peut dire que la décision sur la reconstitution, non pas d'un commissariat au plan à l'ancienne, avec un plan obligatoire, mais c'est un signe dans ce sens. C'est-à-dire on ne peut plus, dans les gouvernements modernes, décider uniquement en fonction du sondage de la veille et des élections dans 15 jours. Ça, c'est le drame des démocraties modernes, ça. La notion de vice-premier ministre, c'était pour simplement souligner le fait qu'à mon avis, ce que j'appelle l'écologisation. Donc je pense que c'est un terme plus clair que transition. Je dis écologisation par rapport à écologie, parce qu'écologisation, c'est un mouvement, un processus, une politique. Donc je ne pense pas que ça puisse être géré par un ministère en particulier. Surtout si ce ministère est chargé d'autres choses en même temps. Des transports, ou l'agriculture, ou ceci, cela. Donc je pense qu'il faut une fonction, peu importe comment on l'appelle. Ça va s'imposer d'ailleurs dans les décennies qui viennent, à peu près partout. Quelqu'un qui sans arrêt se dise mais comment est-ce qu'on peut écologiser mieux et plus dans les transports, pour la voiture, pour le train, pour l'avion, etc. Dans l'agriculture, dans tous les domaines. Écologiser, c'est un mouvement. Et aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise, un seul métier, une seule activité où les gens ne se posent pas la question. Vous voyez ? Alors après, la santé publique, moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai remarqué qu'il
la plupart des commentaires intéressants de grands médecins, c'était de dire on a en France une tradition pasteurienne qui est magnifique, mais la logique pasteurienne, c'est qu'on va guérir. On est tellement forts, tellement géniaux pour guérir, pour opérer, médicaments, tout ça, qu'on en oublie la dimension prévention. Or, elle est fondamentale. Donc le ministère de la Santé publique, ce n'est pas un ministère des médecins. Ça doit l'englober. Et donc il faut une vision de la santé, précisément, qui accompagne toute la vie et qui concerne le mode de vie, l'éducation, tout. Et c'est ça que je veux dire par le mot santé publique. Alors, quant à l'aspect industriel, il découle évidemment de la réflexion à chaud dans l'affaire des masques, des respirateurs, des tests, etc. Mais ça renvoie à un phénomène plus profond, parce qu'en 20-30 ans, la part de l'industrie dans le PIB français a baissé de moitié à peu près. En Allemagne, elle n'a pas bougé. Pourtant, ils ont bien profité de la mondialisation aussi. Donc c'est qu'il y a un bug quelque part. Et on s'aperçoit quand on regarde que c'est en France qu'il y a eu une frénésie particulière autour de l'idée complètement débile d'entreprise sans usine et autour de l'idée qu'il fallait jouer à fond la carte de la mondialisation. Jouer la carte, très bien, jusqu'à un certain point. Et quand on arrive à dépendre vitalement pour des produits clés de quelque chose qui se fait en Chine ou en Inde, mais à partir des produits chinois, c'est complètement absurde. Donc il y a une exagération. Mais ça suppose qu'on redonne à l'industrie sa part. Et que les gens arrêtent de penser que l'avenir, c'est que les services, que numérique. Le numérique émet déjà plus de CO2 que les transports aériens. Vous connaissez le mouvement lancé en Suède, la honte de prendre l'avion. Et j'ai vu aucun mouvement sur la honte de se servir du portable. Monsieur Védrine, un grand merci pour votre temps et pour vos réponses dans cette première des rencontres de l'Agora. Pour conclure, on vous laisse la parole et on vous laisse carte blanche. Faites les bons choix. Faites les bons choix, mais puisqu'on a parlé d'écologisation, je pense que ça englobe à peu près tous les domaines, en fait. Alors, vous pouvez être des spécialistes de ça, devenir des ingénieurs spécialisés dans l'écologisation de l'agriculture ou des avions. Mais ça peut être des juristes, vous pouvez être des commerciaux, vous pouvez être tout. Mais à mon avis, ça va dominer, ça va vous accompagner dans quasiment presque toute votre vie active. Et donc, il faut avoir une vraie culture là-dessus, avoir réfléchi à l'avance, parce qu'il n'y aura plus des batailles pour ou contre pendant la vie des étudiants là, avec qui je parle là. Mais ça sera des batailles sur le rythme. Comment on fait? Comment on fait, nous, en France, ou en Belgique, ou en Allemagne, etc. Comment on fait pour que ça ne soit pas uniquement un phénomène européen? Comment on fait pour que ça bouge également en Inde ou en Chine? Bon, évidemment, on peut avoir envie de mener des carrières ou faire des métiers qui n'ont rien à voir avec ça, mais comme ça va tout envelopper, je pense que ça va être encore plus fort que les questions géopolitiques. C'est encore plus important que de savoir si la Chine et les États-Unis vont se taper dessus. Vous voyez, la question écologique est encore plus forte. Donc je pense que ça doit faire partie des références de base de tout étudiant d'aujourd'hui.